Donc je vais faire une intervention en 5 temps. Je vais parler d'abord des ambivalences de la démocratie, du triangle de la démocratie, de l'échelle de la participation, des modalités différenciées et des points d'attention qu'il y a à avoir au regard de ces différents dispositifs, et puis une petite invitation éventuellement à ceux qui sont intéressés de rejoindre ce certificat interuniversitaire. Donc, quelles sont les ambivalences de la démocratie? Alors, la démocratie, on pense que c'est simple et effectivement, ça ne l'est pas. Il y a plein de paradoxes en termes de démocratie. D'abord, le premier paradoxe ou la première ambivalence, c'est que tout le monde rêve finalement de vivre dans un régime démocratique. C'est le seul régime qui paraît valable à nos yeux et pourtant, il suscite plein de frustrations, plein de critiques, plein de remarques, plein de déceptions, plein de sentiments d'impuissance. Et donc, plusieurs auteurs mettent en avant cette ambiguïté qu'il y a entre un régime qui est extrêmement attirant, attractif, et les difficultés qu'il y a à le vivre au quotidien. Deuxième ambivalence, c'est l'ambivalence entre le suffrage universel et l'abstention. Malgré la désirabilité de ce régime, on voit que le suffrage universel, qui est la pierre angulaire de la démocratie, eh bien, ne fonctionne pas toujours et pas forcément, et même dans un régime comme la Belgique, où on a un taux d'abstention assez important. Et donc, si on regarde le graphique qui se trouve ici, et je reviendrai en arrière, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais donc le graphique qui se trouve, donc un graphique en bâtonnet, on voit que le taux d'abstention est quand même assez considérable. On considère que c'est le deuxième parti, si on veut, en termes de taux de réussite en Belgique, puisqu'il avoisine 12-13% selon les élections. Et donc on voit que même en Belgique, l'abstention, c'est une tension entre un suffrage universel pourtant désirable et une abstention qui s'exprime avec un panel de raisons différenciées derrière cette abstention. Il y a des abstentions qui sont contestataires, mais il y a aussi des abstentions qui sont des abstentions liées à ce qu'on appelle le sens caché. Alors sens, non pas avec un S au début, mais avec un C, qui rappelle que l'origine du suffrage, c'est un suffrage censitaire, et donc on a des formes de reproduction de ce sens, puisque certains individus, les moins dotés socialement, socioculturellement, ne vont pas voter, et pour des raisons donc liées à un écart plus important avec le système politique. Donc, on a à côté de ça beaucoup de demandes de participation. Donc, les citoyens comme vous et moi, puisque nous sommes aussi des citoyens, nous sommes en attente de donner notre avis, nous sommes en attente d'interagir, d'être quelqu'un qui est reconnu comme étant capable de s'exprimer. Et pourtant, malgré toutes ces demandes de participation, on a des formes de participation qui demeurent minoritaires. Il faut aussi le savoir, même quand on procède à un tirage au sort, où on va chercher des citoyens pour participer à un panel, eh bien, on estime que 3, 4, 5% des gens vont répondre favorablement à cette attente de participation, ce qui est évidemment très faible. Donc, demandes de participation qui sont aussi importantes en lien avec une forme d'augmentation des compétences des individus, puisqu'on sait que les niveaux de diplôme des individus ne cessent d'augmenter. Donc, en anglais, on parle du skillful individual, par exemple. Donc, cette volonté de participer, elle augmente, même si la participation est minoritaire. Alors, autre tension, c'est la tension qui existe entre les professionnels de la politique et les citoyens dits ordinaires. Alors, les professionnels de la politique, le problème que l'on voit, en tout cas, par exemple en Belgique, c'est une forme d'endogénéité du recrutement. Alors, je sais que vous êtes des nouveaux mandataires, mais c'est malgré tout ce que l'on observe, c'est une forme d'endogénéité du recrutement des élites politiques, ce qui marque une forme d'écart grandissant entre les professionnels de la politique qui en font carrière et les citoyens dits ordinaires. Or, pourtant, il y a de plus en plus des revendications de chacun à être légitime. La légitimité n'est plus forcément liée à un statut, n'est plus forcément liée à un métier. On évoque une forme de désacralisation des institutions. Le patient va demander à être entendu par son médecin. Il y a des comités de patients dans les hôpitaux pour bien faire valoir le fait de pouvoir s'exprimer, y compris
sur des choses qu'on ne maîtrise pas d'un point de vue technique, mais avec l'idée qu'on a un savoir d'usage qui peut être utile dans la démocratie. Alors une autre tension, c'est la tension entre le commun, le collectif, ce qu'on construit en commun, et évidemment aujourd'hui un système ou une société de plus en plus individualisée, où on a aussi un rapport individualisé à la norme, où on ne veut plus être traité comme un numéro. Donc je voulais aussi vous montrer ce graphique-là, qui est l'évolution de la confiance dans les institutions. Alors on voit qu'il y a certaines institutions qui demeurent constantes en termes de confiance pour les citoyens, mais on a aussi des institutions où la confiance ne cesse de baisser. Et donc, par exemple, l'État fédéral est une institution qui perd de la confiance. Alors, vous avez de la chance, vous, mandataires locaux, parce que la commune et le niveau local demeurent en fait une institution assez stable dans la confiance que les citoyens lui portent. Alors, autre chose, le triangle de la démocratie. La démocratie, c'est bien sûr un système représentatif, mais la légitimité du système démocratique ne vient pas seulement de l'élection, elle vient aussi de la participation des citoyens qui expriment leur vote, mais pas seulement, qui participent à la construction de l'opinion publique, qui participent aussi à des dispositifs liés à la société civile ou qui donnent leur avis dans des dispositifs de participation citoyenne. C'est aussi un système qui est légitime en lien avec la délibération. Et donc, c'est le fait qu'on délibère, on discute, on argumente les décisions qui sont prises, et c'est ça qui rend aussi légitime la décision. On parle de la légitimité throughput in English, et donc de la légitimité qui vient de la procédure, donc de la délibération, d'une délibération raisonnable avec des échanges d'arguments raisonnables. Tout ça pour dire qu'on dépasse, si on veut un système réellement démocratique, on dépasse simplement le fait d'avoir une représentativité, un suffrage universel, bien sûr, qui est important. Alors, je vois ici que mon échelle de participation a disparu, mais elle va revenir dans le slide suivant. L'échelle de la participation, c'est un des outils vraiment fondateurs de la réflexion sur la participation citoyenne. C'est un outil qui date de 1969. En fait, depuis les années 60-70, on voit se multiplier dans différents secteurs de politique publique des dispositifs qui font participer les citoyens. Alors ça peut être assez classiquement des enquêtes publiques, mais ça peut être des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes du point de vue de la participation, telles que les budgets participatifs, je vais y revenir. L'échelle de Sherry-Arnstein, c'est un des articles les plus cités internationalement qui parle de l'intensité de la participation et qui dit, attention, si on ne fait que de la participation de façade, on est dans de la manipulation. Qu'est-ce qu'elle appelle la participation de façade? Eh bien, c'est quand on fait semblant de recueillir l'avis des citoyens et que, par exemple, la plupart des choses sont décidées, en fait, dans d'autres cénacles, ce qui arrive quand même assez régulièrement. À côté de ça, elle parle de participation symbolique et puis de réelle participation. Quand elle parle de réelle participation, Sherry-Arnstein évoque le fait qu'on délègue vraiment un certain pouvoir aux citoyens, ou en tout cas on le prend vraiment comme partenaire de la décision. On l'écoute, on lui répond, on co-construit des choses. Et donc c'est une échelle qui est réellement reconnue comme étant une des manières d'évaluer les dispositifs participatifs et en tout cas un point d'attention à avoir, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait tel dispositif de participation. Et c'est bien pour ça que ici, on essaye de mettre, nous, chercheurs, quand on analyse ces dispositifs, on essaye de comprendre comment est-ce que derrière ce qu'on appelle un budget participatif, ce qu'on appelle une consultation populaire, ce qu'on appelle un conseil consultatif d'aménagement du territoire, comme vous avez certainement dans les communes, qu'est-ce qui se passe en termes de participation? Qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes d'intensité? Est-ce qu'on fait de la consultation? Est-ce qu'on fait de l'information? Est-ce qu'on fait de la réelle co-construction de savoir? Je ne vais pas répondre à cette question maintenant, puisque l'idée, c'est qu'on doit dépasser le terme générique. Vous savez certainement comme moi que tous les budgets participatifs ne sont pas conçu sur le modèle du budget participatif initial, qui est celui de Porto Alegre au Brésil, et qui est un vrai dispositif de budget participatif qui délègue du pouvoir aux citoyens, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici.
Alors une autre manière de concevoir cette diversité, donc vous avez compris qu'il y a beaucoup de dispositifs institutionnalisés au niveau local qui sont parfois en dehors d'ailleurs de toute réglementation, puisque la commune a beaucoup de pouvoir volontariste en fait sur ces enjeux. Elle peut créer un atelier pour discuter de l'avenir d'une place publique, indépendamment de l'enquête publique réelle qui va avoir lieu. Alors une autre manière de réfléchir à ces questions, parce que ce qu'on pense au certificat avec nos collègues, c'est que ça ne s'improvise pas, la participation citoyenne. Il y a de nombreuses communes qui ont maintenant engagé des fonctionnaires qui ont au moins une partie de leur temps de travail dédié à la participation. Ça ne s'improvise pas. Perspective fait aussi des formations sur la participation, mais il faut se poser une série de questions qui viennent aussi de la littérature. Les questions, c'est qui on fait participer. Est-ce qu'on fait participer des représentants d'associations de la société civile? Est-ce qu'on fait participer des citoyens ordinaires? Mais alors, est-ce qu'on aura vraiment des citoyens dits ordinaires? Alors, pour moi, je crois que le citoyen dit ordinaire n'existe pas vraiment, mais on pourra en reparler. On a tous des multiples casquettes, des multiples engagements. Alors, qui on fait participer, ça a un impact sur ce qui va sortir, évidemment, des résultats de ces dispositifs, mais aussi comment on va le faire. Alors, certains dispositifs participatifs ne font que juxtaposer des avis différents, et donc c'est assez facile, finalement, de dire « Ah, comme il n'y a pas d'avis majoritaire, eh bien, on peut se passer, finalement, de ce qui sort de ce dispositif participatif. » Alors que d'autres dispositifs participatifs vont mettre les gens autour de la table et vont discuter pour essayer de trouver des solutions, des compromis, essayer de mettre en avant des propositions. Et là, évidemment, on a davantage de délibération. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai évoqué le système représentatif, la participation, la délibération. Quand il y a de la délibération, le collectif et le commun est certainement beaucoup plus construit que si on additionne des avis différenciés. La question du pourquoi faire est aussi importante. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on récolte ces opinions des citoyens? Qu'est-ce qu'on veut faire? À propos de quoi? Donc il y a parfois des critiques sur l'instrumentalisation de la démocratie participative quand on fait participer des individus sur des questions assez mineures finalement, qui ne vont rien changer à la vie communale, la couleur des bancs, le design des lampadaires. Et donc la question, c'est quel est l'enjeu sur lequel on récolte l'avis des citoyens. Donc il y a tout un tas de critères qu'on peut avoir pour analyser des dispositifs, mais aussi pour décider ce qu'on veut mettre en œuvre. L'avertissement que l'on donne, c'est de bien réfléchir parce que le design du dispositif a évidemment des impacts sur ce qui va se produire. Je vais donner un exemple. Donc, j'avais suivi un dispositif dans lequel la première réunion publique d'information, on annonçait la visite du ministre-président. Le ministre-président n'est pas venu. Tous les citoyens se sont écriés en disant « Eh bien, le politique s'en fout de nous, il n'a aucun intérêt pour ce qu'on fait, le ministre-président qui était annoncé n'est pas là. » Ça va? Donc, c'est vraiment une forme de réflexion sur les dispositifs qu'on met en place. Et il y a des gens qui sont formés à la mise en place de ces dispositifs. Et je pense que c'est évidemment intéressant d'avoir ça en tête. Il y a aussi la question des ressources, évidemment, le temps que l'on se donne pour mener ce genre de dispositif, les ressources matérielles que l'on met à disposition. Le petit schéma que vous trouvez ici, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. Encore 5 minutes? 2? OK. Le petit schéma que vous trouvez ici, c'est un schéma de Harkung Fung, qui est un politologue américain et qui, lui aussi, se base, en fait, à partir de l'échelle d'Arnstein, essaye de montrer qu'il faut avoir d'autres critères comme le qui et le comment pour comprendre ces dispositifs. Alors, pour finir, je crois que c'est important d'initier des dispositifs de participation citoyenne institutionnalisés, les budgets participatifs, les commissions consultatives, les enquêtes publiques, les commissions de concertation, tout ça, c'est évidemment important dans une démocratie. C'est important et c'est ce que
enfin ce que des politologues ont appelé la démocratie d'élevage. Non pas d'élevage forcément au sens négatif du terme, hein, mais de cadrage de la démocratie, de participation qui est quand même policée, cadrée. Et il ne faut pas oublier que pour qu'une démocratie soit vivante, il ne faut pas seulement penser des dispositifs top-down, donc qui viennent d'en haut et qui s'adressent aux citoyens, mais il faut être à l'écoute de la spontanéité de ces citoyens, la spontanéité de la société civile, des mouvements associatifs qui peuvent aussi interpeller le politique, venir poser des bonnes questions, venir amener des éléments diagnostiques qu'on n'a pas forcément toujours tout de suite sous la main. Et donc c'est ce qu'il appelle la démocratie sauvage. Et donc démocratie sauvage, tout en étant correcte, hein, on ne parle pas de forcément jeter des pierres dans les vitrines, mais l'idée de bien associer les deux pour rendre un idéal démocratique vivant, c'est d'accepter que le débat vienne aussi du bas et pas seulement de dispositifs que vous pourriez évidemment mettre en place avec beaucoup d'intérêt. Dernière chose, voilà l'équipe du certificat en démocratie participative. Donc c'est un certificat interuniversitaire et comme je l'ai dit au début, on a conçu cette petite formation qui est donnée à tous les nouveaux mandataires en région wallonne et à Bruxelles. Voilà, merci beaucoup.